Après avoir discuté des différentes menaces dont sont victimes le lac Saint-Charles et les différentes rivières du bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles, je m'intéresse maintenant à la surveillance de ces cours d'eau au quotidien. L'APEL est en charge du suivi de la qualité de l'eau des lacs et des rivières, et les différents scientifiques avec qui ils travaillent mettent à leur disposition tout un tas d'outils pour faire un suivi de plus en plus précis et régulier. Pour mieux comprendre ce qu'est un suivi de la qualité de l'eau des lacs et des rivières, j'ai demandé à Zonia Bemel, qui coordonne les activités limnologiques de l'APEL, de m'éclairer sur le sujet. En fait, on a 3 types de suivi, si on veut. Un, c'est le monitoring, l'autre, c'est la surveillance, et le troisième, c'est des études. Okay. Donc, si on fait la surveillance, c'est si on fait un suivi de la qualité d'eau pour des raisons réglementaires. Après ça, on a les études. Donc, quand on fait une étude, c'est qu'on essaie de savoir dans un laps de temps relativement court, avec des moyens très intensifs pour un territoire délimité, de savoir quel est le portrait de la situation présentement. Donc, on fait plein de prélèvements, on cherche des informations sur le bassin versant, ce qui peut influencer, mais on essaie de répondre à une ou deux questions très spécifiques et on fait une photographie de la situation. Et après ça, quand on met en place un programme de suivi de la qualité d'eau long terme, donc du monitoring long terme, c'est-à-dire qu'à partir de la photographie, on veut vérifier sur l'ensemble du territoire quelle est l'évolution de la qualité de l'eau. Comment ça se fait un suivi de la qualité? Non, en fait, un suivi de la qualité de l'eau qui est bien fait, on part d'abord avec une approche où on essaie d'inclure le plus possible des acteurs du territoire pour connaître leurs besoins, des connaissances sur la qualité d'eau, mais pour pouvoir décider où est-ce qu'on prélève, qu'est-ce qu'on prélève, pourquoi qu'on le prélève et comment qu'on le prélève, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut savoir en priorité. Et pour savoir ça, nous, on consulte régulièrement les parties prenantes du territoire pour connaître leurs préoccupations, leurs besoins en connaissance. Et basé là-dessus, on positionne les points d'échantillonnage sur les rivières, sur les lacs. Et après ça aussi, on détermine à quelle fréquence qu'on y va. Donc, on ne peut pas monitorer non-stop. Donc, il faut faire des choix, il faut faire un calendrier d'échantillonnage. Et la même chose pour les lacs. Et une fois qu'on a tout fait ça, on doit faire le travail de terrain avec le plus de rigueur possible. On fait ensuite la mise en commun des données qui sont les observations du terrain. Il ne faut jamais oublier que les yeux du terrain, c'est ce qui est le plus valable, même plus qu'une analyse de laboratoire. Ensuite, on intègre les données prises avec des appareils où on prend des mesures in situ, des sondes, et on inclut avec ça, on met en commun avec ça les données, les résultats de laboratoire. Et après ça, on passe à l'analyse des données, à l'interprétation des données et à l'émission de recommandations, donc la rédaction des rapports avec révision par des scientifiques. Ce suivi qui est fait, comment on peut s'assurer de cette qualité de là? En fait, pour s'assurer de cette qualité-là, de un, c'est vraiment la planification rigoureuse des éléments et ensuite de la formation. Et on forme les gens par rapport à ce qu'ils ont à faire et on fait un contrôle de qualité une fois par mois, on valide. Mais après ça, il y a aussi toute une vérification à faire s'il n'y a pas eu une erreur d'entrée au niveau des données de laboratoire. Donc, si on a des valeurs extrêmes, on vérifie d'abord
est-ce qu'avec le contexte de mesure, les yeux du terrain, on est capable de dire « Ah oui, ça se peut » ou « ça se peut pas du tout ». On vérifie que les données anciennes. Et si on n'est vraiment pas du tout certaine, on rejette la donnée. Est-ce que dans une certaine mesure, il y a une forme de contre-expertise aussi qui peut être amenée, par exemple, par rapport aux données? Oui, absolument. Si on sort un rapport qui fait des constats qui sont un peu alarmants, en tous les cas, déjà à l'appel à l'interne, on s'assure qu'il y a une révision faite par un scientifique indépendant. Donc, on essaie de chercher des expertises très, très, je dirais, pointues pour valider certains résultats et surtout aussi des interprétations. Mais c'est normal, puis c'est comme se faire réviser un article scientifique. Toujours 3-4 scientifiques qui passent par-dessus. Maintenant qu'on comprend mieux ce que c'est, je suis allé sur le terrain rencontrer l'équipe de l'appel qui effectue ce suivi au quotidien. Sur place, j'ai pu échanger avec William Verge, qui m'a expliqué le genre de prélèvement effectué autour du lac et comment il procédait. Pour mesurer la qualité de l'eau, ils vont utiliser une sonde multiparamètres qui vont tremper directement dans le ruisseau pour mesurer plusieurs paramètres de qualité de l'eau. Ensuite, ils vont prélever de l'eau avec une perche pour la mettre en bouteille, pour l'envoyer dans un laboratoire pour d'autres analyses que la sonde multiparamètres ne peut pas faire. Et puis, pour mesurer la quantité d'eau, ils vont mesurer le débit avec un courantomètre qui va permettre de mesurer la vitesse de l'eau. Puis, avec d'autres mesures de la section du cours d'eau, on est capable de calculer le débit. C'est quoi l'équipe qu'on va retrouver pour faire un suivi de la qualité de l'eau, là, concrètement? Ça ressemble à quoi? Si on parle du lac Saint-Charles, là, on a 2 équipes en place. Il y en a une qui va échantillonner sur le lac, en embarcation. Puis on a une équipe aussi qui va faire le pourtour du lac, le suivi des tributaires. Des protocoles qui se ressemblent, mais il y a quand même des subtilités différentes là, quand tu échantillonnes de l'eau, un cours d'eau vive ou un lac. Là. Ça commence dès qu'il n'y a plus de neige ou plus de glace sur les cours d'eau. Ça veut dire début avril, jusqu'à vraiment à la fin de la saison sans glace. Là, fait que ça veut dire fin octobre, début novembre. Pourquoi c'est l'appel qui fait ce suivi de la qualité de l'eau? L'appel est impliqué depuis une trentaine d'années à la protection du lac, puis a développé une expertise vraiment pointue et unique pour répondre aux objectifs de ce genre de contrat-là. C'est des ententes qui ont été signées avec la Ville de Québec sur plusieurs années. Ça permet de développer avec eux une collaboration super serrée, puis d'améliorer les suivis d'année en année. Généralement, les gens qui sont engagés ont la formation nécessaire, là, ont les connaissances nécessaires, mais c'est évident que, il y a des biologistes, des limnologistes, il y a des gens avec des formations en génie. Après ça, c'est sûr qu'avant d'envoyer une équipe sur le terrain, il y a une formation propre à l'appel. Il faut vraiment apprendre le protocole d'échantillonnage pour que d'année en année, les données recueillies soient similaires, recueillies de la façon similaire, donc comparables. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce suivi là, régulier? Les petits cours d'eau, ils sont intéressants parce qu'il y en a qui proviennent de zones très naturelles. Donc, on est capable d'avoir une espèce de témoin de la qualité de l'eau lorsqu'elle est bonne. Puis après ça, en mesurant la qualité de l'eau dans les autres affluents qui sont affectés par l'urbanisation, on est capable d'évaluer la dégradation de cette eau-là. En faisant un suivi régulier, on est aussi capable d'abord d'accumuler beaucoup d'informations pour prendre des décisions éventuellement, mais aussi on est capable de détecter des dégradations plus ponctuelles, puis de faire des recommandations à ce moment-là pour régler certains problèmes. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'eau qui va faire que finalement cette eau va se dégrader tranquillement jusqu'à la prise d'eau? Elle est beaucoup dégradée par l'arrivée des eaux pluviales, l'égout pluvial. Donc, toutes les eaux qui sont drainées sur les surfaces urbanisées, qui vont transporter des sédiments, des poussières, des contaminants. Cette eau-là n'est pas traitée, n'est pas envoyée dans une usine. Elle va être rejetée directement dans les cours d'eau récepteurs. C'est quoi finalement un suivi de la qualité de l'eau? De façon très concrète, c'est des prélèvements. C'est des mesures avec des sondes. Donc, tu trempes la sonde dans l'eau, puis les prélèvements, eux, sont envoyés dans les labos. L'ensemble de ces actions-là permettent de caractériser finalement l'eau, les paramètres qui vont la définir. Toute l'eau qu'on met dans des bouteilles sont apportées au laboratoire de la Ville de Québec pour être analysées durant l'année à différents moments. Qu'est-ce qu'ils vont regarder spécifiquement, la Ville de Québec, le laboratoire? Il y a toutes sortes de paramètres. Là. Ça peut être les coliformes fécaux, qui sont un indicateur des micro-organismes dans l'eau.
phosphore, azote, c'est-à-dire les nutriments. Puis il y a plein de paramètres. Ça peut être des métaux, ça peut être les hydrocarbures, les huiles, les graisses. Puis on a une gamme de paramètres de base, puis après, il y a des paramètres spécifiques qui s'ajoutent selon les besoins à différentes stations. Toutes ces données compilées au fil du temps permettent de dresser un portrait du bassin versant de la rivière Saint-Charles à la prise d'eau. Dès qu'on fait référence à la nature, il est intéressant de voir l'évolution sur des périodes plus longues, et c'est pourquoi des outils permettant d'avoir accès à une grande quantité de données sont nécessaires. Zonia Bemel a mis au point une base de données qui permet de non seulement compiler les résultats des prélèvements, mais aussi toutes les conditions dans lesquelles ces prélèvements ont été effectués. Elle se nomme Enki. On m'a demandé de mettre en place un programme de suivi long terme et de faire la mise en commun des données de l'étude et de tout le suivi qui s'en vient. On a des données de terrain, les observations de terrain. Après ça, il fallait intégrer toutes les données de sonde avec ça. Il fallait intégrer les données de laboratoire avec ça, qui changent aussi leur méthode d'une année à une autre. Et ça, c'est des informations qu'on appelle des métadonnées. Okay. Des données qui décrivent la donnée, qu'il faut inclure. Okay. Donc, les outils conventionnels ou ceux qu'on avait ne faisaient pas ça. Donc, on a décidé de développer Enki comme un logiciel en ligne pour pouvoir aussi en faire profiter d'autres puis de continuer l'avancement là-dedans. Et c'est vraiment un outil de contrôle de qualité et de standardisation des processus d'acquisition de données. Ce qui nous permet aussi de sortir les résultats très rapidement, de les partager pour des études supplémentaires, pour vraiment assurer la pérennisation des données. Et imaginez-vous que ces données-là ne seraient pas pérennisées. La perte, oui. C'est une perte énorme en termes de temps et d'argent et de connaissances surtout. Les données de qualité d'eau, c'est très sensible. Et l'appel ne donne pas accès à n'importe qui à ça, si c'est des données aussi qui vont dans une étude universitaire pour lesquelles l'article scientifique n'a pas encore été publié, les données, les résultats n'ont pas été encore validés. En ce moment-là, on ne partagera pas. Okay. Mais si on le fait en fonction des besoins de l'utilisateur des données. De manière générale, avec les données qu'on a présentement, on peut faire certaines prédictions. La variation d'un lac interannuel est énorme. Pour le lac Saint-Charles, est encore plus énorme parce que son temps d'écoulement est si court. Pendant qu'on fait ce suivi-là, oui. Déjà, il faut qu'on compose avec les variations naturelles, le climat d'une année à l'autre, les changements climatiques, la période de glace, les pluies intenses versus des pluies moins intenses d'un été à un autre. Donc, déjà, on doit composer avec toutes ces variations naturelles. On doit composer avec le fait que l'humain n'arrête pas de faire des activités sur le territoire. Pour protéger un lac, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les informations qui nous disent qu'on a un problème qui est en train de se détériorer. On nous demande toujours de faire la démonstration que la qualité d'eau s'est vraiment détériorée avant qu'une action soit prise. Il reste qu'on a les études d'impact du BAP, mais ça, c'est pour des gros projets. Okay. Mais pas pour les petits projets d'une maison, une usine, un ci, un ça, qu'après ça, on a un effet cumulatif qui peut être, avec les rues qui viennent avec, un effet cumulatif qui peut être assez dévastateur pour la qualité d'eau d'un lac ou d'une rivière. La technologie au service de l'eau ne s'arrête pas là. Les scientifiques utilisent la technologie moderne pour fournir des solutions simplifiant le suivi de la qualité de l'eau et la détection de menaces potentielles. J'ai rencontré Karem Chokmani, qui travaille au Centre Eau-Terre Environnement de l'INRS et qui est spécialisé en télédétection. Je lui ai demandé de m'expliquer en quoi consiste son travail et le genre d'appareil qu'il développe avec son équipe. C'est détecter les objets à distance. Il y a des satellites. Ça, c'est pour couvrir des échelles spatiales. Ça part de quelques 25 km jusqu'à 2500 km, où on peut embarquer dès maintenant avec la miniaturisation des systèmes optiques ou les systèmes les capteurs et les senseurs, comme on dit en anglais. On peut les embarquer maintenant sur des drones, parce que le satellite, nous, on ne le contrôle pas, il passe à des heures fixes, mais tandis que, par exemple, un drone, lui, on peut parce qu'on a besoin, les conditions, ils sont là, on peut le sortir, prendre des images ou faire des analyses ou faire des échantillonnages avec ça. Et ça, on a besoin de données in situ. On va aller, comme les gens, on va mesurer en même temps que le satellite passe. On va prendre des échantillons qu'on va géolocaliser. Ensuite,
on va les analyser au laboratoire, puis on fait des corrélations entre les quantités mesurées in situ versus le signal qui est dans les quantités physiques, le signal, souvent on travaille avec la réflectance. Dans le cas du lac Saint-Charles puis de la rivière Saint-Charles même, c'est quoi finalement les suivis que vous faites avec les drones satellites? Acquérir des données en même temps que le satellite, parce qu'on a des caméras hyperspectrales qui couvrent tout le spectre, et on est capable, avec ces données-là, de forger des données équivalentes à celles qui sont prises par le satellite. Parfait. Puis tu me disais tout à l'heure qu'avec avec les drones, vous pouvez prendre des prélèvements aussi? Oui, on est en train de développer un prototype d'un échantillonneur. Parce que les drones, c'est sûr que c'est une plateforme qui peut transporter, disons, des caméras, des senseurs. Aussi, elle peut transporter des outils d'intervention. Et aussi, la précision, je veux revenir toujours à la même place parce que la position qui est faite du satellite, du drone, est faite avec le GPS de l'appareil. On pourrait faire un prélèvement au même endroit à chaque semaine sur une période de 2 mois, par exemple? Oui, on peut le faire. Mais avec la flexibilité et la facilité de drone, s'il décolle, il va automatiquement à son endroit, puis lui, il se positionne. Après, on déclenche le système, il prend, puis il passe au point suivant. Donc, ça, pour améliorer et accélérer l'opération d'échantillonnage. Donc, l'idée derrière le système de surveillance par satellite, c'est pas de remplacer les gens qui vont aller faire disons, la cueillette, l'information et tout ça. C'est plutôt les aider et puis aiguiller et cibler leurs efforts. La technologie maintenant le permet d'aller vraiment surveiller un grand territoire avec le moindre coût. L'information, cette information, elle peut être aussi envoyée vers les citoyens. Des citoyens informés sont mieux équipés, plus résilients, plus compréhensifs que des gens qu'on garde dans l'ignorance puis ils subissent. Les gens, ils veulent être informés. L'INRS propose plusieurs solutions pour mieux prévenir les potentiels problèmes qui pourraient subvenir à la prise d'eau. J'ai rencontré Alain Rousseau pour qu'il me présente un outil développé pour la ville de Québec, Temps de parcours. À l'époque, on avait été contacté par un collègue au service de l'environnement de la ville. Il voulait comprendre, si vous voulez, au niveau du bassin versant de la rivière Saint-Charles, quel serait par exemple l'impact de l'urbanisation, quel serait l'impact de l'aménagement du territoire. On avait aussi développé à l'époque un outil qu'on appelle de manière très simple temps de parcours qui permet de déterminer le temps le plus rapide qu'un contaminant pourrait atteindre la source d'adduction de l'eau, donc ce qu'on appelle Château d'eau, qui est à 11 km en aval du lac Saint-Charles. On a fait ce qu'on appelle la modélisation hydrologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles dans son entièreté. Donc l'idée, c'est à partir des prévisions météorologiques, de déterminer quels sont les débits en tout point du réseau hydrographique du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Lorsqu'on fait des projets avec la Ville de Québec, on travaille vraiment en équipe. Donc, on a toujours des collaborateurs internes à la Ville. Et évidemment, tout au long, ils suivent le projet. Ils apprennent justement à comprendre le fonctionnement de nos outils et éventuellement les aider. Donc, ça leur permet, s'il y a un déversement accidentel, de préparer, donner un temps de réponse que doit avoir l'usine pour se préparer à un contaminant qui ne serait pas parmi les contaminants dits habituels. L'outil peut leur dire quel va être le type de contaminant qui va arriver. À ce moment-là, ils peuvent enclencher les processus de traitement de l'eau potable qui va protéger les citoyens et leur donner une eau de qualité là, en tout temps. Cet outil, finalement, que vous leur avez fourni, il est sous quelle forme? Ça ressemble à C'est un logiciel. Donc, il fonctionne, si vous voulez, en temps réel. Donc, il s'agit de connaître le débit à un point précis dans le bassin versant. Et de par la hauteur d'eau, on connaît le débit. Et en la date d'aujourd'hui, si on connaît le débit, je suis capable de retrouver dans ma base de données une occasion dans les 40 dernières années qui était très similaire. Et à ce moment-là, je connais la vitesse dans tous les tronçons de cours d'eau. Connaissant leur longueur, je peux déterminer le temps de parcours d'un rejet accidentel jusqu'à la prise d'eau Château d'eau. L'INRS a aussi mis au point une bouée qui prend des mesures dans le lac Saint-Charles pendant une bonne partie de l'année.
Dans l'épisode précédent, Isabelle Lorion m'en avait parlé brièvement, notamment la sonde de fluorescence qui est installée sur la bouée et permet de détecter la présence de cyanobactéries. J'ai voulu en savoir plus et comprendre comment la bouée pouvait être utilisée pour dresser un portrait du lac. Le lac Saint-Charles, finalement, c'est notre laboratoire vivant, mais c'est un endroit vraiment avec de beaux défis. Mais bien sûr, les outils qu'on va développer vont être applicables à n'importe quel système. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a un autre volet au fait d'avoir une bouée comme ça et un suivi aux 15 minutes pendant toute la saison estivale de mai à octobre. Bien, ça nous permet de voir comment ça varie dans le temps. La bouée qui est en place est une station météorologique qui regarde justement comment la biomasse peut répondre à la météorologie. Ça fait combien de temps qu'elle est en place, la bouée au lac Saint-Charles? C'est la 4e année, si je ne me trompe pas. On va continuer à la placer de manière régulière à tous les années. C'est vraiment un système super intéressant à étudier. Mais les premiers résultats, là, ils sont vraiment... On est en train d'analyser. Probablement pas cet été, mais les autres années précédentes, on est en train de travailler là-dessus. Non seulement de voir comment ça varie avec la météo, mais aussi s'il y a des cycles diurnes, s'il y a des cycles saisonniers. Donc, on va être en mesure de regarder tous les aspects, puis comment ça varie d'année en année, parce que là, on va commencer à avoir un certain nombre d'années, donc ça va devenir vraiment intéressant de regarder ça, prendre du recul et puis d'analyser toute cette grosse banque de données. Si on parle de la qualité du lac Saint-Charles en matière de cyanobactéries, est-ce qu'il est de bonne qualité? Finalement, il est comment, le lac Saint-Charles, à ce niveau-là? Le lac est encore en santé, mais il montre des signes. Il montre des signes de temps à autre. Les conditions font que les cyanobactéries prennent le dessus. Ça, c'est un signe. Et puis, on a déjà vu des accumulations assez fortes, puis des concentrations de toxines qui ont même dépassé le seuil pour la potabilité de l'eau ou pour la baignade. Et donc, il faut faire attention. Il montre des signes de vieillissement. Et c'est clair pour moi qu'il faut prendre le taureau par les cornes et agir avant qu'il soit trop tard. La prévention, c'est vraiment le meilleur moyen d'agir. Lorsqu'il va y avoir moins d'eau en quantité, donc ça va poser un problème parce qu'on a besoin, la demande va dépasser la quantité, mais c'est aussi parce que ce sont des conditions qui risquent de favoriser davantage les cyanobactéries. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a du mal à avoir une emprise. Donc, celles où on peut avoir un contrôle, il faut vraiment, vraiment agir là-dessus. La finalité du suivi de la qualité de l'eau, c'est le labo de la Ville de Québec où sont analysés tous les prélèvements effectués par l'appel. J'y ai rencontré François Proux, le directeur de la division de la qualité de l'eau pour la Ville de Québec, qui ne tarit pas d'éloges sur la qualité de l'eau de la ville. Elle dépasse toutes les attentes qu'on peut avoir par rapport à une eau potable. Donc, on a une excellente source, ce qui fait en sorte que le traitement est optimal puis qu'on puisse délivrer une eau de qualité à nos citoyens. L'important, c'est le prélèvement. C'est la façon dont on rentre un échantillon au laboratoire qui va déterminer qu'est-ce qui va être son analyse. Donc, c'est un peu comme une prise de sang. Ensuite, les préleveurs mettent des échantillons sur glace, les acheminent au laboratoire. Et puis, on a toute une série de processus à suivre à l'intérieur du laboratoire. Donc, l'échantillon est rentré dans une base de données. Ensuite, il est traité. Il perd son identité. Et puis ensuite, il est disséminé à travers le laboratoire, soit au niveau de la microbiologie, pour les analyses microbiologiques ou les analyses physico-chimiques. Deux types d'analyses différentes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus comment ça se passe? C'est quoi ces analyses-là? OK, donc les analyses microbiologiques, c'est tout ce qui est vivant dans l'eau. Tous les organismes comme les bactéries, les E. coli qu'on appelle, il y a toutes sortes de bactéries dans l'eau. Donc ça, on va vérifier parce qu'il y a des normes par rapport à ces paramètres-là. Puis souvent, ça, c'est les bactéries qui vont donner des problèmes qu'on appelle aigus, ça veut dire rapidement, à une population si c'est mal contrôlé. Et puis, la physico-chimie, c'est tout ce qui est chimie de l'eau. Donc, imaginez n'importe quelle molécule qu'on peut avoir trouvée dans une eau, bien, on est en mesure de faire l'analyse ici. Les métaux, tous les paramètres, la couleur, la turbidité, le pH. On fait environ 30 000 échantillons ici par année, pas seulement pour l'eau potable, mais
pour l'ensemble de nos sources. Et 30 000 échantillons, puis on fait, je dirais peut-être une centaine, 150 paramètres différents, peut-être même plus. Qu'est-ce qui explique que la qualité de l'eau potable à Québec soit aussi exceptionnelle? L'eau vient en grande partie d'un milieu qui est protégé. La rivière Saint-Charles prend sa source dans le lac Saint-Charles. Même si c'est un territoire qui est un petit peu plus urbanisé, c'est une source qui est quand même assez protégée. Puis à Sainte-Foy, malgré ce que les gens peuvent en penser, l'eau brute est d'assez bonne qualité. Puis le traitement fait en sorte qu'on enlève tout ce qui peut être délétère là, pour la santé. Quand vous parlez justement de traitement pour avoir une eau potable de cette qualité-là, c'est quoi les différents traitements qu'on va retrouver? Comment ça se passe? Le principal qu'on utilise, parce qu'il y a des nuances selon les sources, mais le principe, on appelle une coagulation-flocculation à l'alun. Donc ça, ce qu'on fait tout simplement, c'est que l'alun a une tendance à agglomérer les particules en suspension. Les particules en suspension dans l'eau, elles, ils ont tendance à agglomérer les polluants. Donc, ça fait une agglomération, ça fait ce qu'on appelle un floc. Et puis, ce floc-là, par la suite, décante. Puis ensuite, l'eau est filtrée. Ensuite, on va ozoner notre eau. Donc, on peut l'ozoner entre la filtration et la décantation. Des fois, c'est après la décantation. On va chlorer aussi, puis on va réajuster le pH parce que l'eau qui vient du bouclier canadien a tendance à avoir un pH qui est faible parce que c'est une eau qui est peu minéralisée, contient peu de choses. Donc, on va rajouter un petit peu d'hydroxyde pour augmenter le pH. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui travaillent chaque jour pour s'assurer de la qualité de notre eau potable. Un geste simple, comme ouvrir un robinet ou prendre une douche, prend alors une toute autre dimension. Nous sommes chanceux à Québec d'avoir ce suivi et accès à une eau de si grande qualité, et collectivement, nous avons une responsabilité pour que cette situation ne se détériore pas. Dans le prochain épisode, je vais justement aller à la rencontre de personnes qui ont décidé de participer à cette protection et faire leur part, pour nous permettre de continuer à profiter de cette eau exceptionnelle.